Salut à tous et bienvenue sur Serre Livre qui chante. Votre magazine littéraire fait entendre un hommage à Edem Kodjo, figure emblématique de l'Afrique éternelle, homme si singulier parce que pluriel, arraché à la vie le 11 avril 2020. Un ouvrage revisite son parcours, sa pensée, son action sur divers champs. Des voix de jeunes pousses de la scène académique se mêlent à celles des universitaires de renom pour célébrer l'œuvre de ce fils d'Afrique à la trajectoire fort inspiratrice. L'ouvrage est intitulé Edem Kodjo, un Africain entre deux siècles. Il porte la signature d'Emmanuel Wonyou. L'essayiste nous fournit les clés de compréhension de la pensée et de l'action du disparu. Emmanuel Wonyou, bienvenue. Merci. Je devrais dire professeur Emmanuel Wonyou. Merci, parce que je suis enseignant à l'Institut de Relations internationales du Cameroun. Alors je dois préciser, vous me corrigez, en quatrième de couverture, il est écrit que vous êtes universitaire, enseignant titulaire de politique internationale et de relations internationales à l'ERIC. Vous avez été rédacteur en chef de la revue Afrique 2000, on en parlera. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent dans votre portrait. On peut ajouter quelques autres? Oh, que j'étais haut fonctionnaire pendant une vingtaine d'années. J'ai été secrétaire général. D'abord, avant d'être secrétaire général au ministère des Sports pendant 5 ans, j'ai été 12 ans au palais, comme au secrétariat général de la présidence, attaché, chargé de mission. Après, j'ai terminé pendant les 3 dernières années comme secrétaire général du Conseil économique et social. Okay. Donc, je suis en même temps universitaire, en même temps haut fonctionnaire. Pour l'instant, je ne suis qu'universitaire. Et je me permets d'écrire un certain nombre d'ouvrages que j'avais en chantier. Universitaire, écrivain prolifique, on doit préciser que vous avez écrit, avant celui-ci, le Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou, face aux complexités africaines, vous avez reçu d'ailleurs à l'occasion. Tout à fait. Et bien avant ça, on nous avait reçu également sur un essai bibliographique sur l'Afrique et son développement depuis la fin. Non, ça, c'était pas ça. C'était un ouvrage notamment sur l'afro-pessimisme, afro-optimisme et autres. Voilà. Okay. Afro-pessimisme, le développement de l'Afrique, un essai bibliographique sur 50 ans. J'essayais de revisiter tout ce qui a été dit sur l'Afrique sur 50 ans. Un ouvrage scientifique qui permettait quand même aux gens de revoir toute la pensée afro-pessimiste qui est déversée sur l'Afrique depuis les indépendances. Alors l'hommage que vous rendez, ou alors pas vous seul, hein, qui se donne à entendre dans cet ouvrage-ci, est manifestement pour vous un devoir, vu la proximité que vous aviez avec oui, Edem Kodjo. C'est un devoir. C'est vrai que j'ai travaillé très longtemps aux côtés de M. Edem Kodjo, qui a été d'abord mon professeur à la Sorbonne. Lorsque nous étions en début de 3e cycle à l'Université de Paris 1, il était notre professeur d'économie du développement. Et très tôt, dans la classe, nous étions une trentaine. Il s'est intéressé à ma petite personne et il m'a demandé si je voulais travailler avec lui, parce qu'il voyait bien que je m'intéressais bien aux questions africaines à l'époque. Et c'était en 1989, donc j'ai accepté d'être son assistant. Donc en fait, j'étais un peu une espèce de plume de l'ombre. Et je travaillais à ses côtés, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et en 90, je l'ai accompagné dans la création de la revue Afrique 2000. Et il m'a fait plus tard l'honneur d'être le rédacteur en chef de cette revue en France. Le chef d'une revue importante qui était quoi? Un bouillon d'idées novatrices. Revue africaine, Afrique 2000 en 1990, créée à Paris, qui était une revue de l'Institut panafricain de relations internationales qu'il avait déjà créée à Genève. Et vous savez qu'à ce moment, il était à l'exil. M. Kodjo était à l'exil après son départ de l'OUA. Il a préféré résider à Paris. Et la revue était la revue de l'Institut, qui venait après la lettre et le cahier de l'IPRI, le cahier de l'Institut panafricain de relations internationales. Il a donc lancé la création de cette revue en 1990. Et la revue était une revue africaine de politique internationale qui permettait de donner un point de vue africain sur les questions du monde. C'était ça l'essentiel. En fait, il fallait bien, dans un contexte d'afro-pessimisme rampant, dans ces années 90 en France, où on parlait de marginaliser l'Afrique, de recoloniser l'Afrique, il a pensé qu'il fallait qu'il y ait une voie autre, différentes alternatives qui permettent de montrer que l'Afrique n'est pas seulement cette Afrique noircie que l'on montre à la face du monde. Il fallait trouver. Et cette revue, pendant près d'une décennie, a été vraiment le porte-voix de l'Afrique positive. On montrait ce qu'il y avait de positif en matière de culture, d'économie et toutes les grandes plumes. Vous avez vu dans l'ouvrage, c'était pour le cas du Cameroun, toutes les grandes plumes camerounaises
depuis le professeur Bipoun, pour parler de génération, jusqu'au professeur Moukoko, professeur Pondi, Alain Didier Olinga, fait, toute la jeune génération, Achille Bembe, Célestin Monga, fait, tous ces gens ont écrit dans cette revue-là, qui a été une revue phare des années 90 en France, Afrique 2000, et qui s'est progressivement arrêté lorsque chacun d'entre nous, les fondateurs, nous sommes partis dans nos pays respectifs pour occuper des places importantes. Des fonctions. Alors, il n'y a pas que cette revue parmi les ouvrages. On va peut-être très rapidement dire un mot sur les ouvrages phares de cet auteur, notamment Et demain l'Afrique. Je dois préciser que c'est un des ouvrages phares. Oui. Le prix, c'est ça? Et demain l'Afrique, c'est son ouvrage phare qui date de 1985 et qui est sorti à Stock en France. Qui a eu le grand prix littéraire d'Afrique noire et qui a été célébré pour beaucoup d'Africains de la génération d'avant et la nôtre d'ailleurs. C'est considéré comme un des plus grands ouvrages écrits par un Africain parce qu'on n'imaginait pas un Africain avoir une vision aussi géopolitique du monde et la place et le rôle de l'Afrique. C'était un peu ça le fond de cet ouvrage Et demain l'Afrique qui a marqué son époque. Et c'est un ouvrage qui est resté célèbre. Quand nous le rencontrions déjà comme professeur à la Sorbonne, nous étions très contents de rencontrer cet ancien secrétaire général de l'OUA qui est resté célèbre pour l'affaire du Sahara occidental, et puis surtout l'auteur de cet ouvrage que beaucoup d'entre nous avions déjà lu, puisque c'était un ouvrage qui était recommandé aux uns et aux autres. Et puis il y a également L'Occident du déclin au défi. Voilà, après en 1988, il publiera L'Occident du déclin au défi. Je dois dire que cet ouvrage n'a pas eu le succès qu'il avait escompté. Et lui-même disait souvent que, en fait, on a vu, il a eu des débats en Jeune Afrique, je me souviens, avec Paul-Marie de Lagorce, qui était quand même un géopoliticien connu, qui écrivait dans le monde diplomatique et cela. Mais beaucoup d'intellectuels et de grands penseurs des questions internationales en France et en Occident avaient minimisé cet ouvrage parce qu'on n'imaginait pas à l'époque un Africain penser le déclin de l'Occident. Et très tôt, EDEM, à partir d'un certain nombre de paramètres, essayait de dire que l'Occident est en déclin, mais c'est aussi un défi pour l'Occident de se relever parce qu'elle a les capacités pour le faire. Donc l'ouvrage est aussi un de ces ouvrages, un de ces grands ouvrages, mais il n'a pas eu le grand succès que Et demain l'Afrique a eu. Alors, un petit mot quand même sur cet intellectuel, homme politique disparu aujourd'hui. Vous avez dit qu'il a eu beaucoup de costumes parmi les fonctions occupé notamment le poste de secrétaire général de l'organisation. Oui, avant d'être secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine à 40 ans, ce qui était quand même en 1978. Il a été ministre des économies et des finances de son pays, ministre des Affaires étrangères. Il est pour cette génération-là, parce qu'il est mort à 82 ans, il aurait eu 82 ans en mai. Donc on parle de 81 ans, c'est parce qu'il aurait eu 82 ans en mai. Et Edem Kodjo a fait l'INA de Paris. Donc pour sa génération, il y a très peu d'Africains qui avaient cette... Et il est rentré, il était d'abord militant à la FIANF. Il est rentré au pays au moment où le président Yadema, Gnasebe Yanima, prenait le pouvoir. Il a accompagné Yadema, ils se sont brouillés, ils se sont retrouvés. En fait, c'est toute une longue histoire dont je ne parle pas beaucoup dans le livre, mais qui existe aussi. On parle de duo-duel. Duo-duel, j'ai parlé de duo-duel, effectivement, parce qu'ils se sont aimés, ils se sont tant aimés, ils se sont tant combattus. Mais ils sont restés. Ils se sont respectés. Oui, ils se sont respectés. Les deux se sont respectés. Il y a un biographe, Venance Conan, qui est le rédacteur en chef, je crois, directeur de publication de Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, qui a fait une biographie d'Edem Kodjo, qui explique très bien que Edem Kodjo lui-même avait beaucoup de respect pour Yadema. Ils sont affrontés, ils sont aimés. Donc, il a fait ce parcours de ministre de l'économie et des finances, l'un des fondateurs de la CEDEAO, puisqu'on en parle aussi dans l'ouvrage. D'ailleurs, la CEDEAO lui a rendu hommage en lui donnant un titre à vie, d'ambassadeur à vie pour l'œuvre qu'il a accomplie. Les billets de banque de l'Ouest africain portent pour certains d'entre eux encore la signature d'Edem Kodjo. Il a été par la suite ministre des Affaires étrangères et c'est là qu'il a réussi, grâce à ses réseaux et à ses amitiés tissées depuis la FIANF en France, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, il a réussi à devenir secrétaire général de l'OUA pour un mandat qui s'est achevé dans des conditions assez difficiles, comme vous le savez. En tout cas, l'ouvrage que nous présentons dans le cadre de cette édition a deux articulations majeures, l'homme et l'œuvre, et ça on peut rapidement dire qu'ici il est question de ce parcours-là, et puis l'homme et l'avenir de l'Afrique, la deuxième partie consacrée davantage à ses pensées. Et vous dites quand même en introduction que l'une
l'orientation que vous donnez à ce début de chantier, c'est de présenter les hommes célèbres qui ont laissé des traces en Afrique. Pourquoi commencer par Edem Kodjo? Voilà, donc l'idée, en fait, moi je suis un grand lecteur de biographies et de mémoires des grands hommes. J'en ai toute une partie de ma bibliothèque est consacrée à cela. Ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit qu'il serait intéressant, dans l'esprit de ce que j'avais déjà vu le professeur Ibrahim Babakake faire sur les grandes figures africaines, il était important que nous puissions aussi distinguer les grandes figures qui ont marqué l'Afrique depuis l'indépendance. Moi, je voulais prendre la partie de l'indépendance. Et je me suis rendu compte que, bon, je me suis dit qu'il fallait commencer par celui que je connaissais le mieux, pour l'avoir côtoyé depuis 1989 jusqu'à sa mort. Je crois qu'on est resté très proches, donc près d'une trentaine d'années. Et il y a d'autres personnalités. Je veux dire qu'il faut que... L'idée, c'était en fait, vous avez vu que dans cet ouvrage, nous avons volontairement choisi, que vous avez dit au départ de votre introduction tout à l'heure, d'associer deux plumes majeures. Donc, le professeur Emmanuel Pondy pour faire la préface. Et le dernier article est fait par Libre, est fait par le professeur Koufan. Mais ce sont des jeunes étudiants, jeunes doctorants que j'ai associés. Je voulais transmettre, en fait, parce que M. Edem Kodjo avait cette volonté de transmettre aux générations futures ce qu'il avait reçu aussi de l'Afrique et de ces devanciers qu'il a beaucoup admirés. Et je pensais qu'il fallait associer ces jeunes. Je leur ai donné tous les documents, je leur ai demandé de travailler en toute liberté. D'ailleurs, ça étonne beaucoup de gens de dire, mais est-ce que Edem Kodjo a lu ce livre? Parce qu'il n'est pas souvent tendre. Je dis non, c'est comme ça qu'Edem Kodjo était. On a été formé par lui. L'esprit de la revue Afrique 2000 était de dire en toute liberté, mais avec franchise, et en donnant des faits et des réalités. Ce n'était pas pour insulter. Donc, ce qu'il avait de bien à dire, parce qu'il ne se reconnaissait pas comme un être parfait, il se reconnaissait comme un être perfectible. Donc, l'œuvre que ces jeunes-là qui ne l'ont même pas connu et qui respiraient d'ailleurs, parce que lorsque j'ai commencé à faire le livre, je lui ai envoyé le plan du livre, je lui ai expliqué l'esprit du livre. Lorsque le livre est sorti, il n'était pas encore tombé malade, je lui ai envoyé cet ouvrage-là. Et on avait un plan, il me disait, si je me porte bien, je viendrai au Cameroun recevoir ça des mains de ces jeunes pour transmettre à cette génération d'après ce que nous avons essayé de faire pour notre génération. Vous avez si bien fait parce que quand on lit la préface, le titre, la formule utilisée par le professeur Jean-Emmanuel Pondy ajoute de la beauté et du grain dans votre action, votre chantier. Il le décrit comme un constructeur de ponts entre la pensée et l'action panafricaine. C'est joli, hein, joliment dit, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'association des deux. D'un côté, la pensée, mais ce n'est pas une pensée au ras du sol, ce n'est pas une pensée superficielle, c'est la construction de la pensée et une action qui est elle-même porteuse de révolution. J'ai pensé associer le professeur Pondy comme préfacier de l'ouvrage parce que lui se réclame d'être un panafricaniste et il a beaucoup écrit sur ces grandes personnalités africaines. Et lui aussi, je lui ai laissé la liberté d'écrire ce qu'il voulait. Et c'est vrai que le titre résume très bien la personnalité de l'homme. L'homme était un homme de pensée. Il pensait toujours que la pensée précède l'action. Et en matière de pensée, il a beaucoup écrit. Je vous ai amené quelques-uns de ses ouvrages. On a cité les deux premiers, mais les deux derniers sont aussi importants que ça. Lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire lors du cinquantenaire des indépendances il y a quelques années. Dont la note de lecture est en fin d'ouvrage. Voilà, et l'autre qui s'appelle Panafricanisme et Renaissance africaine, qui sont ces deux derniers ouvrages, c'est comme un testament qu'il laisse à l'Afrique. On va revenir tout à l'heure sur l'action. C'est ça l'action. Avec également de temps en temps aussi les éléments de critique là-dessus, mais insistons davantage sur ce qu'il défend. Sa vision du panafricanisme, le professeur Pondy salue la dynamique intégrative, et il parle d'un panafricanisme intégrateur. Il insiste sur un mot qui est très cher à Edem Kodjo, l'unité de l'Afrique. Oui. On a une très grande littérature sur le panafricanisme. C'est quoi le plus qu'apporte Edem Kodjo? Lui, en fait, héritier de tous ces grands acteurs qui ont fait le panafricanisme, il avait d'ailleurs une théorie qu'il développait, celle du panafricanisme rationalisé, dont on parle dans l'ouvrage. Et il considérait que l'unité de l'Afrique dont vous parliez devait se faire par pôle fédérateur. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne ces questions aux étudiants, on leur explique qu'il considérait que chaque sous-région devait avoir une locomotive qui servirait
pour tirer les autres dans la sous-région et après on se réunirait pour faire l'unité de l'Afrique. On dit que par exemple dans le cas de l'Afrique centrale, le Cameroun serait peut-être la locomotive, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Donc ils pensaient que ces pôles fédérateurs, cette théorie des pôles fédérateurs était assez intéressante et permettait quand même que l'Afrique puisse, ceux qui sont en avance puissent tirer les autres. Vous voyez par exemple la SADC. A été créée un peu contre l'Afrique du Sud de l'apartheid, mais quand l'Afrique du Sud en est sortie, elle en est devenue le leader. Et on voit que la SADC fonctionne mieux. Donc, cette idée de pôle fédérateur, cette idée de panafricanisme rationalisé, cette idée de toujours parler de l'Afrique, de considérer que la balkanisation de l'Afrique n'est pas la solution, mais l'unité de l'Afrique est très importante. Tous ces écrits ne parlent que de cela. La preuve, son dernier ouvrage dont je parlais tout à l'heure, explique très bien que si on veut renaître demain, dans un monde dominé par la globalisation, dans un monde dominé par les grands ensembles, l'Afrique devrait être unie. Comment se fait-il qu'un continent qui a près de 55 États ne pèse même pas 3% de l'économie mondiale, du commerce mondial? Donc, pour Edem Kodjo, c'était une tragédie. Creusons encore davantage cette pensée élaborée par Edem Kodjo. Au niveau de ses idées, l'Afrique aura besoin pour sa renaissance annoncée de bonne gouvernance, de démocratie, de croissance économique, de vigie en alerte. Alors, cette notion de vigie en alerte est parfois relative. Hein. Comment la comprendre? Elle peut être en alerte. En fait, lui, il a toujours plaidé aussi, il a toujours plaidé pour qu'il y ait une place en dehors de toutes ces grandes considérations que sont la bonne gouvernance, la croissance économique, que les idées sont quelque chose de très important pour que l'Afrique puisse se développer. La pensée est très importante. Et les hommes, les grands hommes. Ouais. Il avait cette faiblesse de penser... Il parle des montreurs de chemin, oui. Des aiguilleurs de destin. Oui, en fait, ces mots, c'est moi qui les ai utilisés dans mon livre pour expliquer que voilà comment il voyait ces choses. Parce qu'au fond, c'est ça le grand homme. J'essaie en fait de montrer ce que pour moi signifie un grand homme. C'est quelqu'un qui montre le chemin, qui illumine, c'est l'aiguilleur du destin des hommes. En créant l'Institut panafricain de relations internationales, en créant la lettre de l'IPRI, puis le cahier de l'IPRI, l'IPRI étant l'Institut panafricain de relations internationales, c'est le sigle, et en créant la revue Afrique 2000, il voulait que les Africains sachent. D'ailleurs, il a une très belle citation qu'il aimait toujours à répéter en disant qu'un auteur qui s'appelle Pierre Garçot, qui est un Français, disait que les hommes pensent et sentent avant d'agir. Les erreurs des peuples sont d'abord les erreurs de l'esprit. Ça veut dire que si nous ne pensons pas notre devenir, si nous ne pensons pas notre immédiat, nous ne pouvons pas, nous sommes des gens qui sont condamnés à se répéter. Ouais, et ça c'était très important pour lui. Autrement dit, si on se construit à partir de la pensée de l'autre. Oui, nous nous sommes construits à partir de la pensée de l'autre. Je reprends dans mes écrits l'ouvrage célèbre du professeur Kizerbo, La natte des autres. Nous ne pouvons pas bâtir notre destin collectif sur la natte des autres. Ceux qui sont musulmans savent ce que c'est que la natte, l'importance de la natte quand on prie. Donc, nous avons bâti notre devenir au monde, notre être au monde, sur la natte des autres, et le résultat est que ça n'a pas mordu. La greffe n'a pas pris. Alors, justement, il y a cette question de Venance Conan qui met un peu un bémol à tout ce qu'on dit. Il dit, pourquoi cet homme aussi brillant et aussi intelligent n'a-t-il pas pu jouer le rôle, le premier plan auquel il aspirait dans son pays? A-t-il été trop grand et trop brillant pour le petit Togo? A-t-il été seulement un brillant intellectuel, mais un mauvais politicien? A-t-il été victime du contexte particulier de son pays? Ou alors, j'ajoute là, est-ce qu'il s'est finalement rendu compte que son destin n'était même pas d'avoir le premier rôle, mais d'être celui qui instille les idées révolutionnaires pour la Grande Afrique? Je crois que le problème de fond, en fait, c'est que tous ces dinosaures de la politique africaine qui s'en vont les uns après les autres ne nous livrent pas leurs secrets pour les générations futures. C'est ça aussi qui me gênait. Je connais des hautes personnalités camerounaises qui ont des choses à dire, à qui j'ai demandé, je peux même mettre votre plume pour vous aider à nous transmettre des éléments. J'observe que tous ceux qui ont le savoir et la connaissance, qui auraient pu nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Afrique en soit là 50 ans après, s'en vont sans rien dire. Je pense au président Senghor, qui n'a pas écrit de mémoires, qui a dit qu'il n'écrira pas de mémoires, qui a voulu qu'on garde de lui l'image d'un homme de culture, qu'un homme politique, après avoir été 21 ans président du Sénégal. Je pense à Abdou Diouf, qui a écrit les mémoires récemment, mais il ne dit pas tout. Je pense à Edem Kodjo,
Plusieurs fois, je lui ai demandé, est-ce que vous écrivez vos mémoires? Je ne m'ai pas répondu vraiment clairement, je ne suis pas sûr. Donc, il y a certainement des énigmes En politique. en politique, et particulièrement dans la politique France-africaine. France-africaine en un seul mot, en deux mots, comme vous voulez. Il y a beaucoup d'énigmes et les gens considèrent que tant que beaucoup d'acteurs sont encore en vie, peut-être qu'il n'est pas important de donner toutes les clés de compréhension. Et c'est aux générations futures de creuser, peut-être un jour on saura pourquoi. Je voulais justement vous relancer, parce que c'est une critique qui perce là. Oui. On lui reproche d'avoir été souvent ami avec le pouvoir, un temps ami, un temps de l'autre côté, intellectuel, comme disait le professeur Bolondiana, organique, du dedans. Effectivement, c'est une des taches noires de sa relation. Il y a des gens, je connais des gens qui lui sont très proches, qui ne lui en veulent énormément d'avoir été Premier ministre du père Yadema, puis du fils, parce qu'il a été deux fois Premier ministre. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon avant-propos, j'explique bien que pour certains, il peut être considéré comme un opportuniste, comme un carriériste, pour d'autres, comme un réaliste, comme un pragmatique. Chacun prend ce qu'il veut. Pour quelqu'un de sa génération, formé comme il était formé, rentrer dans son pays, devait-il rester dans l'opposition et terminer comme disait Chris Olympio? Je pense qu'il a choisi un chemin en servant son pays, en servant son pouvoir et parfois en gardant la distance. Je me souviens des moments où il était Premier ministre du président Yadema. Je suis allé plusieurs fois au Togo le voir. Et je voyais, il y avait des rapports très difficiles. Il y a des moments où il ne se parlait même pas. Il était pourtant Premier ministre. Donc, ce sont des détails que je peux donner, mais qui peuvent être justifiés par les gens qui étaient proches de lui à l'époque, ses collaborateurs, puisque je venais en tant que collaborateur de l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un rapport. C'est ça que je parle du duo Djel. Ils ont été ensemble. Comme on dit en une formule bien française, ils se sont tant aimés, mais ils ont eu aussi des moments de difficulté. Mais ils se sont beaucoup respectés les deux. Et Yadema, lui-même il dit de Yadema, dans la biographie de Venance Conan, lui-même il dit de Yadema que c'est quelqu'un qui, les gens ne connaissent pas assez, qui avait un flair politique. Donc, ils étaient différents. Okay. L'autre était sergent de l'armée française, celui-ci énarque formé à l'ENA française. C'est sûr que ce n'est pas la même constitution, ce n'est pas la même chose. Et je dis que peut-être le problème de l'intellectuel en politique, peut-être qu'il faut creuser encore plus, mais sous nos cieux, même aujourd'hui encore, chaque fois qu'un intellectuel, quelqu'un qui est considéré comme un intellectuel entre en politique, il est très difficile pour lui qu'il perce. On le voit, on le verra même dans nos pays, même au Cameroun ici. Okay. Parce qu'effectivement, l'intellectuel a cette capacité à toujours se poser les questions. Dois-je aller jusqu'ici? Il confond parfois le compromis avec la compromission. En fait, il est toujours dans l'interrogation théorique. Alors que la politique, c'est un métier qui ne demande pas toutes ces considérations éthiques et morales, parfois, parce qu'il y a ce qu'on appelle la raison d'État, il y a ce qu'on appelle... il y a un certain nombre de choses qui font qu'on est obligé d'agir que de rester tout le temps dans la réflexion. Alors, on va peut-être se séparer, on va sûrement se séparer dans un instant. Il y a Edem Kodjo et son rapport au Cameroun. Vous soulignez là qu'il a été présent dans notre pays lors des premières élections sénatoriales en 2013. Et puis qu'il est venu aussi pour d'autres raisons, hormis votre rapport avec lui, il a une grande admiration pour le président Paul Biya. Par rapport à notre pays, il avait beaucoup d'admiration, d'abord pour la classe intellectuelle camerounaise. Quand on était étudiant, il nous parlait du professeur Ngango, il nous parlait du professeur Henri Horbendin, il nous parlait du professeur Jean-Marc Ella et Boussi Boulaga. Moi, je ne connaissais pas. Moi, je n'ai pas été formé au Cameroun, je suis parti d'ici en première. Donc, je ne connaissais pas ces personnes, je les ai connues à travers lui. Il parlait beaucoup des Mélonais, donc il connaissait toute la classe intellectuelle camerounaise. Bipoun, qui pour lui était un très grand juriste. Il me dit, votre président est très profond intellectuellement, on parle souvent des choses de Dieu et de la politique. Effectivement, Edem a une profondeur intellectuelle en matière de connaissance des choses religieuses, puisqu'il a écrit sur l'histoire des papes. Donc, certainement, il parlait de ces choses-là et d'autres. Je n'ai jamais discuté avec lui de ce qu'il se disait avec le chef de l'État. Et quand j'évoque ces deux choses, parce qu'elles sont publiques, il était invité comme... envoyé par l'Union africaine pour les sénatoriales de 2013. Il est revenu la même année au 20 mai comme invité spécial du chef de l'État. Et comme il me disait lui-même, je ne connais pas grand monde ici que je peux appeler, il m'a appelé et on s'est vu à ces occasions-là pour échanger des questions qui nous concernent. Et
il ne m'a jamais parlé en détail de ce qui se passait avec Cholita, mais il m'a toujours dit qu'il a beaucoup d'admiration parce qu'ils ont beaucoup d'affinités, parce qu'ils sont des croyants en politique. Comment est-ce qu'un humaniste, comment est-ce qu'un croyant peut agir en politique? Et ça les rapprochait parce qu'effectivement, c'est une dimension qui était assez forte chez l'homme Edem Kodjo. Alors, on ne va pas faire le tour de cet ouvrage. C'est juste une mise en appétit qu'on propose aux téléspectateurs dans cette émission qui fait chanter les livres. Merci beaucoup, Emmanuel Wonyou, professeur Emmanuel Wonyou, de nous avoir fait partager la vie d'Edem Kodjo, parti comme ça. Mais on va dire rassasié de jours aussi. 4,2 ans, c'est quand même l'âge de sagesse. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y a d'autres... Je sais que vous êtes toujours en chantier d'écriture. Il y a un autre? Oui, j'avais annoncé que j'écrirais sur la politique du président Paul Biya par rapport à la diaspora depuis son arrivée au pouvoir. J'y travaille. Mais à côté de ça, je travaille sur ma thèse de doctorat que je vais sortir en 2 tomes. Je me suis rendu compte qu'on est au 60e anniversaire de l'indépendance africaine. Donc, comme j'ai écrit ma thèse sur la politique française en Afrique, je me suis dit que j'ai quand même assez de matière pour pouvoir faire en 2 tomes l'histoire de la relation entre la France et l'Afrique. Donc, premier tome partirait de 60 à 90, non, de 58 à 90. Et le deuxième tome partirait de 90 peut-être. Et je suis en train de travailler effectivement sur ces questions-là. Moi, ça m'occupe intellectuellement. Et puis, je trouve beaucoup de plaisir à revoir tous ces documents et puis à continuer à enseigner, puisque je suis d'abord enseignant de formation. Merci beaucoup. C'était Ces livres qui chantent avec en zooming Edem Kodjo, un Africain entre 2 siècles. À plus.